Objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie. Bonsoir Manuel Bompard, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes donc député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Marseille, c'est la ville où vous êtes élu. Vous auriez besoin, vous aimeriez un RER à Marseille ? Ah oui, je crois que ça fait partie des villes, Marseille, où cette question des transports collectifs est une question très importante, puisque c'est quand même la deuxième ville de France et vous savez, il y a 2 lignes de métro à Marseille. Donc oui, bien sûr, avoir des investissements massifs dans le développement des transports publics, c'est indispensable, c'est nécessaire. C'est vrai à Marseille, mais c'est vrai, j'imagine, dans d'autres grandes villes de France. Il y a d'ailleurs des villes où il y a des projets de RER qui sont en cours. Je sais qu'il y en a un à Toulouse, par exemple. Après, la question qui va nous être posée, c'est le financement. Bah oui. Je vous fais remarquer que dans le cadre de l'examen budgétaire qui est en cours actuellement à l'Assemblée nationale, dans la première lecture du budget, nous avions voté, les oppositions, un amendement pour augmenter de 3 milliards d'euros le financement des lignes de train, des trains de nuit, du ferroutage. Et cet amendement a été supprimé par Madame Borne quand elle a utilisé l'article 49.3 de la Constitution. Donc vous voyez, les paroles, c'est bien. Ça veut dire que vous n'y Les croyez actes, pas à c'est cette mieux. promesse ? Bah, c'est pas que j'y crois pas, c'est que, enfin, ce serait pas la première fois qu'Emmanuel Macron ferait une promesse qui ne serait pas suivie des faits. Mais maintenant, moi, j'attends les faits. Et donc, j'attends notamment le fait qu'on débloque les financements nécessaires pour développer nos trains, nos petites lignes de train et aussi les RER dans les grandes villes. Pour dire les choses clairement, ça veut dire que si ce projet, au-delà des mots, devenait concret, qu'il y avait un texte, vous pourriez soutenir, vous pourriez accompagner ce projet-là. Mais bien sûr. Mais vous savez, nous, on n'est pas dogmatique. S'il y a des choses qui vont dans la bonne direction, dans le bon sens, bien évidemment qu'on les soutient. Pour l'instant, ces projets de RER, ils sont surtout portés, en tout cas dans les villes que je connais, ils sont surtout portés par des collectifs, des associations, des organisations syndicales. Pour l'instant, ils ne sont pas soutenus par le pouvoir politique en place. Si maintenant ils changent d'avis, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Alors toujours au sujet des transports en commun, vous êtes Marseillais, là, élu à Marseille, mais vous êtes souvent à Paris. Et d'ailleurs, ça va au-delà de la situation parisienne, mais augmentation a priori annoncée du pass Navigo à Paris, donc ce qui permet de se déplacer toute l'année, 90 €, 2,30 € le ticket de métro. Le ticket de métro, c'est souvent un peu comme la baguette, c'est un symbole de la consommation des Français. En fait, c'est le coût de l'énergie, c'est la répercussion du coût de l'énergie. Je sais pas. C'est En ce tout qu'on cas, dit. c'est ce qui est justifié. Manifestement, ça ne vous convient pas, Non, cette bien justification. évidemment. Mais écoutez, enfin, je veux dire, le problème, c'est que vous pouvez pas à la fois dire on est confronté à une urgence climatique telle qu'il faut qu'on modifie nos manières de nous déplacer. Et donc, il faut qu'on prenne davantage les transports en commun, le train, etc. et rendre l'accès à ces transports en commun de plus en plus difficile. Ça, c'est impossible. Et puisque on est encore une fois dans l'examen budgétaire en ce moment, je vous informe que nous avions, notre groupe de la France Insoumise, déposé des amendements pour pouvoir moduler ce qu'on appelle le versement transport des entreprises. C'est-à-dire pour faire en sorte que les entreprises, puisqu'elles bénéficient de ces lignes de train, elles contribuent davantage au financement des transports en commun. Ces amendements n'ont pas pu être examinés puisque Madame Borne a utilisé l'article 49.3 de la Constitution. Vous voyez, il y a plein de sujets qui sont vraiment indispensables, qu'on aurait aimé pouvoir débattre à l'Assemblée nationale et que le gouvernement refuse d'ouvrir le débat sur ces sujets parce qu'il utilise en permanence le 49.3 pour nous empêcher de débattre. C'est dommage. Alors, il y a un débat là aujourd'hui, c'est sur la valeur du travail. Je recevais Gabriel Attal à la mi-journée, peut-être l'avez-vous vu, vous avez peut-être lu son interview dans le Parisien. Il dit, et je le cite, qu'il souhaite aider la classe laborieuse, ce sont ces mots, qui se lèvent tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres. Est-ce que ces mots, ils vous parlent? Est-ce qu'ils font écho chez vous? Qui commence par augmenter les salaires. Pourquoi il ne le fait pas? Enfin, c'est très simple. Les salaires de qui? Parce que lui, il est ministre, donc le gouvernement n'augmente pas les salaires. Il peut, à la limite, proposer d'augmenter ceux de la fonction publique. Et le SMIC? Ouais. Le SMIC, c'est une décision gouvernementale. Ça fait depuis des mois et des mois que nous déposons des amendements à l'Assemblée nationale pour dire augmenter le SMIC à 1 600 €. On ne peut pas vivre aujourd'hui avec le SMIC, en particulier dans un contexte d'inflation. L'inflation moyenne est à 6%. Tout le monde sait très bien que sur les produits de première nécessité, elle atteint plutôt plus de 10%. Ça, c'est la situation réelle. Et vous avez le SMIC qui n'augmente pas dans ces proportions-là. Et donc, très concrètement, parce que moi, je veux bien qu'on fasse des grandes phrases sur la valeur travail, etc. Très concrètement, j'ai entendu Monsieur Attal. Il dit la France se porte mieux que ses voisins. Là, le gouvernement français fait la meilleure politique. C'est faux. Il dit l'inflation est moins forte chez nous qu'ailleurs, ce qui est un fait là. D'accord, mais l'inflation, elle n'a pas de sens pris comme telle. L'inflation, elle doit être comparée, elle doit être regardée au regard de la progression des rémunérations.
Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques semaines par la DARES, qui dépend du ministère du Travail, qui dit que le revenu réel des Français, c'est-à-dire ramené à l'inflation, a baissé sur les 3 premiers trimestres de l'année 2022 et sur le dernier trimestre de l'année 2022, il a baissé de 2%. Donc très concrètement, il y a peut-être une inflation qui est une inflation plus faible que dans les autres pays d'Europe, sauf que le revenu réel des Français a baissé. Et il a baissé davantage, écoutez-moi, il a baissé davantage par rapport à la fin de l'année 2019. Le revenu réel des Français en France a baissé de 0,3%, pardon, alors que dans la moyenne de l'OCDE, c'est 38 pays, le revenu moyen des Français depuis la fin de l'année 2019, le revenu moyen des gens depuis la fin de l'année 2019 a augmenté de plus de 2%. La France est le plus mauvais élève de l'OCDE en termes de progression des revenus réels. C'est ça qui est important. Mais est-ce que votre solution à vous, c'est les entreprises, tout le temps les entreprises? Parce que je rappelle quand même un élément très important. Les entreprises en France, c'est pas Total. Ça, c'est l'exception. La règle sont les TPE, les PME. Ça, c'est le tissu économique français. Vous êtes d'accord? C'est 98% des emplois créés en France. C'est une bonne question. Alors voilà la proposition que nous avons faite. Augmenter le SMIC à 1 600 €. Mettre en place ce qu'on a appelé une caisse de péréquation financière pour faire en sorte que l'augmentation du SMIC, elle soit prise en charge par les grands groupes et pas par les petites et les moyennes entreprises. Introduire une taxation sur les super profits. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques jours. Cette taxe sur les super profits permettrait de rapporter entre 20 et 40 milliards d'euros au budget de l'État. Introduire l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça permet de rentrer 10 milliards d'euros. Je ne veux pas donner trop de chiffres, mais je veux juste dire, la question, c'est une question de choix politique. On peut augmenter les salaires. On peut limiter les écarts de rémunération dans une entreprise de 1 à 20. C'est une proposition que nous faisons. Oui, mais on peut bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Oui, mais votre caisse de péréquation, est-ce qu'elle prend en charge, par exemple, cette autre réalité pour les entrepreneurs? Et une nouvelle fois, je précise que je pense à quand on est boulanger, qu'on a un salarié, on est entrepreneur. Quand on est tout seul jardinier, qu'on va travailler chez un particulier, on est entrepreneur. Beaucoup d'entre eux doivent faire face aussi à l'inflation et au prix de l'énergie. Donc si vous dites à ces gens, il faut que vous payiez l'énergie, il faut que vous augmentiez les salaires, beaucoup vont vous dire, mais attendez, on n'a pas d'argent magique. J'en suis d'accord avec vous, c'est pourquoi la mesure d'augmentation du SMIC, elle ne peut pas être prise de manière déconnectée des autres propositions que nous faisons. Nous proposons d'augmenter le SMIC, nous proposons d'encadrer les salaires dans l'entreprise, nous proposons de bloquer les prix sur l'énergie. Et donc les entreprises dont vous me parlez, elles auront un prix de l'énergie qui n'exploserait pas comme il est en train d'exploser aujourd'hui. Comment on fait pour bloquer les prix? On fait payer les grandes multinationales de l'énergie qui génèrent cette année des profits qui sont des profits extraordinaires. Ça peut pas être des profits extraordinaires pour les entreprises, l'État qui vient distribuer des chèques de temps en temps et l'immense majorité des Français qui galèrent. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'ils partagent. Monsieur Bompard, je voyais Emmanuel Macron, je pense que c'était au G20. Alors peut-être que je me trompe sur le lieu, mais il a été interrogé sur ce fait précis. Oui. Et il répondait, mais attendez, si je prends la très grande entreprise française et que je la taxe, elle va partir ailleurs. Et mon intérêt n'est pas de perdre l'emploi et n'est pas de perdre cette source de revenus. Il m'expliquera comment la grande distribution, par exemple, va partir ailleurs. Parce que je ne crois pas que les Français vont aller faire leurs courses. Vous considérez que la grande distribution, c'est les super profits? Je pense que la grande distribution, elle fait partie des secteurs de l'économie qui, effectivement, ont engrangé des profits qui sont des profits importants. Les entreprises de l'énergie, de toute façon, l'énergie, les carburants, quand vous allez à la station-service, vous n'allez pas aller faire votre plein d'essence à Madrid ou à Barcelone. Oui, mais vous savez que le principal pourvoyeur de cela, pour ne pas le citer Total, il n'est pas en France. Ces stations-service sont en France. Ces raffineries qui génèrent une partie des profits extraordinaires réalisés cette année, une partie de ces raffineries sont en France. Après, il est vrai que les activités d'extraction de l'énergie, elles, ne sont pas en France, mais ce ne sont pas que les activités d'extraction de l'énergie qui génèrent des profits extraordinaires. En fait, la question, c'est la réalité de votre proposition, vous comprenez? C'est la mise en application concrète de ce que vous dites, parce que l'idée, on l'a compris. Écoutez, je comprends cette question, mais le FMI dit il faut une taxe sur les super profits. La Commission européenne, qui est pas révolutionnaire, dit il faut une taxe sur les super profits. Il y a un instrument européen qui a été mis en place. La Belgique vient de dire nous, on va mettre en place une taxe sur les super profits complémentaire à l'instrument européen qui a été mis en place. Donc aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, mais c'est la France qui fait figure en quelque sorte d'extraterrestre. Tous les autres pays sont en train de se poser la question de comment on fait en sorte que des profits extraordinaires tels que ceux qui ont été réalisés contribue un peu à la solidarité nationale. La France qui modifie les règles de l'assurance chômage, donc elles vont être plus restrictives, elles vont être indexées sur l'évolution du taux d'employabilité en France, ou en tout cas du chômage. Comment vous accueillez cette réforme? Très mal. Je pense que c'est un acte de brutalité.
Déjà, il y avait eu une première réforme de l'assurance chômage il y a un peu plus d'un an qui avait fait perdre à peu près 15% de l'indemnisation pour plus d'1 million de personnes. Je trouve que ça correspond, si vous voulez, à une vision qui, à mon avis, est une vision erronée. C'est-à-dire, on donne le sentiment que pour lutter contre le chômage, il faut lutter contre les chômeurs. Et je pense que c'est une grave erreur et les chiffres le disent. Vous savez, il y a à peu près un emploi non pourvu pour 16 chômeurs. Donc, même si vous forciez les gens qui sont au chômage aujourd'hui à prendre un emploi, même si vous les obligez, à la fin, vous allez réduire le chômage de 1/16e. Bon, vous n'allez pas réduire le chômage dans sa grande majorité. Donc la question, à mon avis, elle n'est pas là. La question, elle est de savoir comment on crée des emplois en nombre suffisamment important pour permettre à chacun de pouvoir accéder à un emploi. Ce que dit le gouvernement, M. Bompard, c'est l'incitativité. Enfin, il y a 400 000 emplois non pourvus en France selon les différentes sources. C'est pas en des modes de calcul, oui. C'est pour ça que je dis selon les différentes sources. Donc, c'est comment est-ce que l'on dit aux gens, allez-y, puisque cet emploi est disponible. Mais franchement, Jean-Baptiste Boursier, honnêtement... C'est pas mon propos, je vous dis ce que dit le gouvernement. Non, mais je vous réponds, il n'y a aucun problème. Honnêtement, une personne qui aujourd'hui n'a pas d'emploi, à quelques exceptions près, elle a envie de retrouver du boulot. Elle a envie, parce que c'est pas vrai que vous vivez très bien avec des allocations chômage aujourd'hui, et c'est pas vrai que vous vivez très bien avec le RSA aujourd'hui. C'est pas vrai. Les gens qui sont au chômage et les gens qui sont au RSA, ils galèrent. Donc tout le monde a envie de retrouver un boulot. Il peut y avoir une ou deux exceptions, mais c'est pas le sujet, c'est pas le grand nombre. Il faut pas comme ça jeter l'opprobre sur les gens. Quand on est au chômage aujourd'hui, on a envie de retrouver du boulot. Mais c'est difficile d'avoir accès à des formations. C'est difficile de trouver un boulot qui correspond à ses compétences et à ses formations. Donc la question qui nous est posée, c'est comment on partage le travail, comment on crée des nouveaux emplois. On parle de transition écologique. Si on investit vraiment dans la transition écologique, on peut créer des millions d'emplois. Il y a une tonne de rapports qui le disent. Pourquoi on le fait pas? Voilà comment on résout contre le chômage. Un petit mot encore au sujet du pouvoir d'achat des Français. Vous validez l'enveloppe pour aider ceux qui se chauffent au bois? On a soutenu cet amendement, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont dans cette difficulté. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va répondre au problème de la vie chère aujourd'hui qui frappe des millions de nos concitoyens. Et je regrette que le gouvernement refuse d'agir sur les marchés, d'intervenir sur les prix, de prendre des mesures de blocage de prix. Il l'a fait pendant la crise sanitaire. Il avait bloqué le prix du gel hydroalcoolique. C'est possible de le faire. Pourquoi ne le fait-il pas, notamment sur les produits de première nécessité? C'est bien les dispositifs ponctuels. Il vous répondra que ça rentre pas dans le code du commerce et l'aspect exceptionnel de la situation. Si on considère qu'un taux d'inflation qui est de 6%, et je le disais, même de plus de 10-12% sur les produits alimentaires n'est pas une situation exceptionnelle. Je ne sais pas ce qu'est une situation exceptionnelle. Bien évidemment, c'est une situation exceptionnelle. Donc on peut prendre et on doit prendre des mesures exceptionnelles. Et en les prenant pas, on contraint des millions de concitoyens à se serrer la ceinture. C'est pas tenable en fait. Ils n'y arrivent pas les gens. Donc il faut faire davantage que ce qu'on fait aujourd'hui. Tiens, en parlant de chauffage, 1500 foyers privés d'électricité en Ile-de-France. Parce qu'il y a une grève. En fait, il y a des syndicats qui sont en désaccord avec la direction de GRDF. Donc là, il y a des gens qui n'ont pas de quoi se chauffer. Alors, il faut être précis, parce que là, on donne l'impression qu'ils coupent l'électricité des gens. C'est pas ce qui se passe. Il y a effectivement une grève au sein de l'entreprise GRDF. Et quand les gens viennent de s'installer dans un nouveau domicile et qu'ils veulent ouvrir un contrat pour le chauffage, oui, comme le service est en grève, il y a une forme de paralysie de ces ouvertures. Pourquoi il y a ces grèves? Parce qu'il y a l'entreprise GRDF qui a remonté 500 millions d'euros de dividendes à l'entreprise Engie, et que l'accord qui est proposé en termes salariales, c'est un accord d'augmentation des salaires de 2,3%. Je vous redonne les chiffres. 6% d'inflation, plus de 10% sur les produits de première nécessité. Emmanuel Bompard, on propose une augmentation. Les gens qui ont froid, là, ils sont pour rien, eux. Non, ceux qui peuvent pas se chauffer parce qu'ils viennent d'entrer dans leur logement et non, les gens qui ont froid n'y sont pour rien. Ceux qui sont responsables, effectivement, vous avez raison, c'est l'entreprise GRDF, c'est l'entreprise Engie. Vous voulez qu'il y ait plus de gens les 1500 personnes dont vous parlez, dont je suis solidaire, vous voulez qu'elles aient plus de problèmes, il suffit de débloquer des augmentations de salaire qui sont au minimum au niveau de l'inflation. Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire ou à un autre moment pour le faire? La grève? Écoutez, qu'au moment où il fait 5 degrés dehors et que... Mais pourquoi vous posez la question aux salariés? Pourquoi vous posez pas la question à l'entreprise? J'ai pas le patron de GRDF face à moi, sinon je lui poserai la question. Quand Total, on a dit la même chose sur les entreprises Total, notamment de distribution de carburant. On a reproché aux salariés de se mettre en grève. À la fin, ils ont obtenu des augmentations de salaire. Les augmentations de salaire, ils les auraient pas obtenues s'ils n'étaient pas en grève. Aujourd'hui, malheureusement, parce que moi je préférais que ça se passe autrement, c'est la grève qui permet d'obtenir enfin les augmentations de salaire qui sont au niveau de l'inflation. Et comptez pas sur moi
pour jeter l'opprobre ou le discrédit sur des salariés qui se défendent tout simplement et qui se battent pour leurs conditions de salaire. Leur augmentation de salaire, elle est méritée, elle est légitime dans des groupes qui font des profits extraordinaires. Et donc maintenant que le groupe GRDF débloque ses augmentations de salaire, il n'y aura plus de problème. Le parquet national financier, M. Bompard, a ouvert 2 informations judiciaires sur les campagnes présidentielles 2017-2022 et sur les liens entre l'Élysée et le cabinet de conseil McKinsey. Emmanuel Macron a répondu de façon très détendue qu'il était confiant et qu'il trouvait que la justice devait faire son travail et que ça lui allait très très bien. Bruno Le Maire aujourd'hui reconnaît lui des abus. Il y a eu des abus, ils ont été mis en valeur notamment par un rapport qui a été publié par le Sénat qui démontre que le recours au cabinet de conseil a été multiplié par 2, je crois, dans les 3 dernières années. Donc il y a eu clairement des abus. Maintenant, la question qui est posée et qui est posée à la justice, c'est de savoir si ces abus, ils ont un lien avec le fait que des salariés de ces entreprises de conseil ont travaillé bénévolement pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Bon, moi, j'ai pas d'éléments qui me permettent de savoir si c'est le cas ou pas. J'espère que la justice va faire son travail et va permettre d'éclairer ça. J'observe quand même, parce qu'il y a eu une première enquête préliminaire qui a été ouverte en plein cœur de la campagne présidentielle. J'observe qu'on n'en avait pas entendu parler jusqu'à maintenant. J'observe qu'en matière d'enquête judiciaire dans les campagnes présidentielles, il semble y avoir un 2 poids 2 mesures. Il y a des enquêtes qui se retrouvent immédiatement dans la presse et il y en a pour lesquelles ça prend un peu plus de temps. Mais il y a beaucoup de responsables politiques, je ne sais pas si ça va être votre cas pour dire la vérité, mais qui ont tapé très fort sur le PNF, estimant qu'à un moment donné, c'était un organe qui n'était pas indépendant. Et là, on n'entend plus personne. Moi, je viens de vous dire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire moi, je m'en prends pas aux magistrats du PNF qui font leur travail. J'observe juste que la manière avec laquelle l'ouverture d'enquête auprès du PNF se retrouve sur la place publique semble ne pas être la même quand il s'agit du président de la République en exercice ou quand il s'agit de ses concurrents ou de ses opposants politiques. La situation à l'Assemblée nationale, l'ambiance à l'Assemblée jeudi, alors c'était la journée des niches parlementaires, c'est une journée très importante puisque les oppositions à ce moment-là peuvent amener leurs propositions de texte, leurs propositions de loi. Il y a eu des engueulades. Faut le dire, hein. On était au bord de la prise à partie physique à certains moments. Il y a eu beaucoup de tensions sur pas mal de choses. Comment est-ce que vous regardez cette journée avec 4 jours de recul? Je la regarde avec beaucoup de colère. Vous avez raison, il y a eu de la tension. Il faut expliquer pourquoi il y a eu de la tension. Il y a eu de la tension parce qu'une niche parlementaire pour le groupe La France Insoumise, c'est une journée dans l'année. Que le groupe auquel j'appartiens, on avait déposé un certain nombre de propositions de loi dans ce cadre-là. À la fin, quand vous arrivez à minuit, si votre texte n'a pas été voté, il tombe. C'est fini. Le gouvernement, quand on est arrivé à l'examen d'un texte pour la réintégration des soignants suspendus, il y avait une majorité de députés qui étaient prêts à le voter, puisqu'il y a ce qu'on appelle un amendement de suppression qui n'a pas été voté. Il y a une majorité de députés qui l'ont rejeté. Le gouvernement a lui-même, le gouvernement, pas des députés de la majorité ou de la minorité présidentielle, le gouvernement lui-même a posé des amendements pendant la pause de 20 heures pour empêcher qu'on puisse aller au bout de l'examen de ce texte. Et vous ne pouvez pas reprocher à des députés ultramarins en particulier qui ont fait 22 heures d'avion pour pouvoir se prononcer sur ce texte parce que c'est un texte qui est très important pour les territoires ultramarins. Vous ne pouvez pas leur reprocher de s'énerver face à un tel déni de démocratie. Ce qu'a fait le gouvernement jeudi soir, c'est irresponsable. Vous cautionnez la phrase c'est tu vas la fermer. Hein. Mais moi, je cautionne bien évidemment pas moi, je préfère quand les choses se passent de manière plus tranquille. Mais pourquoi il a dit ça, notre... Mais est-ce que c'est pas le jeu du Parlement? Parce que pour le coup, la France Insoumise, j'ai reprise à déposer des milliers d'amendements sur certains textes. Mais vous pouvez, j'essaye de vous expliquer pourquoi, à mon avis, on ne peut pas comparer les deux situations. Quand des oppositions font de nombreux amendements sur un texte, comme sur les retraites par exemple, le gouvernement a toute liberté de dire on va continuer les débats demain, après-demain, ouvrir des nouveaux débats. Dans le cadre d'une niche parlementaire, c'est impossible. C'est-à-dire que ce qui s'est produit par l'obstruction décidée par le gouvernement, c'est tout simplement d'empêcher la majorité des députés qui étaient favorables à ce texte de pouvoir le voter. C'est un véritable déni de démocratie. Et donc oui, forcément, ils sont responsables du fait que la tension a monté au sein de l'hémicycle. Moi, je ne le souhaite pas que la tension monte. Mais forcément, quand vous utilisez de telles pratiques, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y a des gens qui s'énervent. Rapidement, s'il vous plaît. Donc, il y a eu un consensus sur un texte important, l'IVG, en tout cas sa constitutionnalisation. Le texte part au Sénat. Le Sénat y est opposé. D'un mot, est-ce que vous avez un message pour les sénateurs? D'abord, il y a eu une majorité très large au sein de l'Assemblée nationale sur le texte qu'on avait proposé, nous, la France Insoumise, et qui a été voté. Maintenant, les sénateurs, notamment les sénateurs de droite, puisqu'ils disposent de la majorité au Sénat, je leur fais remarquer qu'à l'Assemblée nationale, leurs collègues députés se sont divisés sur ce vote, que certains ont voté pour,
que d'autres ont voté contre, et qu'il suffit d'une vingtaine, je crois, de voix de sénateurs qui changeraient d'avis par rapport à la dernière fois, pour permettre à notre pays de faire une première historique mondiale, inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. C'est déterminant. Au moment où dans un certain nombre de pays, il est contesté ce droit, c'est le cas aux États-Unis notamment, vous vous en rappelez, envoyer ce signal, c'est un signal de dire que aux femmes de ce pays que oui, elles ont le droit de disposer librement de leur corps et que c'est un droit qu'on s'engage à défendre de manière constitutionnelle. Ça me paraît être une avancée pour notre pays. Encore un mot, je ne sais pas si le foot c'est votre truc, il y a ce qui se passe sur le terrain. Un peu, bien sûr. Voilà, les Bleus sont qualifiés pour les 8e de finale, tenant du titre, première équipe qualifiée, et puis il y a ce qui se passe à côté. Il y a des milliers de choses à côté, c'est le mondial des polémiques. Il ne faut pas politiser le sport, dit le président de la République, qui a tweeté aujourd'hui, alors je sais que vous êtes très attentif à cela, donc peut-être va-t-on pouvoir montrer les tweets. Même message dans 3 langues pour soutenir le Qatar dans l'évolution qu'il a entrepris. Est-ce que c'est opportun pour vous ? Pas du tout. D'abord, c'est contradictoire avec le fait de dire qu'il fallait pas politiser le sport, puisque lui-même le fait. Deuxièmement, cette Coupe du Monde est une Coupe du Monde de scandale. Scandale social. On sait qu'il y a des milliers de salariés qui sont venus construire les stades au Qatar et qui sont morts dans le cadre de leur travail. Scandale écologique avec ces stades hyper climatisés. Scandale d'un point de vue de la défense des libertés. Vous connaissez la situation notamment des homosexuels au Qatar. Et non, malheureusement, on peut pas dire que la situation évolue dans la bonne direction et dans le bon sens. Nous étions favorables à un boycott diplomatique, c'est-à-dire de dire à minima, les autorités françaises ne se rendent pas sur place pour ne pas cautionner ce qui est en train de se passer. Monsieur Bompard, est-ce qu'Adrien Quatennens va revenir dans l'hémicycle ? Ça c'est trop tôt pour le dire. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne ? Moi je défends la position qui est celle de mon groupe parlementaire. Qui n'a pas de position pour l'instant. Non, puisque nous attendons les évolutions d'une enquête judiciaire qui est en cours, vous le savez, et il y a une échéance qui aura lieu le 13 décembre c'est un plaidé coupable, prochain. Donc il va redire ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il reconnaît la violence, enfin la gifle. Alors il reconnaît la gifle, ça il l'a dit, et effectivement il la reconnaît, mais il y a eu cette semaine d'autres prises de parole de son ex-épouse ou épouse, je ne sais quoi. Mais ça change pas le plaidé coupable et ça change pas ce qu'il a reconnu. Non, mais ce qu'elle a dit ne correspond pas exactement et même pas du tout à ce que lui-même a reconnu. Donc, j'espère que l'enquête permettra de dire qui dit vrai. Enfin, je sais pas. Vous votez pour lui en ce moment ? Non. C'est vous ? Non. Il y a pas de. Il y avait effectivement un droit à procuration quand Adrien Quatennens était en arrêt maladie, comme pour l'ensemble des autres